Et j'ai demandé pardon aux gens d'Ouvéa parce que j'ai pensé au moment où j'ai encore tout petit. Ici à Goussana, c'est des perruches partout. C'est pour ça que je dois demander pardon parce que en ce moment-là, mon travail, c'est aller faire dans la brousse pour faire des pièges, pour attraper des perruches. Alors en fait, il y a une grande famille de perruches du Pacifique qui ont tout en commun une petite tache rouge sur le front. Et dans cette grande famille, il y a un genre qui n'existe qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est le genre Onomphicus, les nymphiques, dans lequel il y a deux espèces, la perruche de la Chêne sur la Grande Terre, et puis la perruche d'Ouvéa, qui n'existe qu'à Ouvéa en fait. Cette perruche vivait en harmonie dans son milieu depuis des millénaires, et ça commençait à se gâter un peu pour elle. Peut-être au début du XXe siècle, il y a eu des zoos, des particuliers qui ont voulu avoir cette perruche, et du coup elle a pris de la valeur, et donc des gens l'ont capturée pour la vendre. En ce moment-là, nous, on ne connaît pas que la perruche, il y a uniquement qu'à Ouvéa qu'il y a des perruches. Nous, on ne savait pas. Alors, le capitaine, il demande des perruches. Alors, il achète des perruches, 500 francs, 200 francs, à l'époque, quoi. Oui. Ce qui était beaucoup à l'époque, un petit garçon. Voilà, oui. Oui. La situation était assez catastrophique dans les années 60-70, où vraiment tout le monde se rendait compte qu'il n'en restait plus beaucoup et qu'elle risquait fortement de disparaître. Donc il y a eu création d'une association pour protéger l'oiseau, pour mieux connaître la perruche, mieux savoir quelle est sa biologie, quels sont ses points faibles, qu'est-ce qui limite un petit peu son développement, et puis de mettre en œuvre des actions sur le terrain pour améliorer sa condition. Le travail de nos guides sur le terrain, c'est essentiellement le suivi des nichés pendant la période de reproduction. C'est d'aller surveiller les nids, voir quand est-ce qu'il y a des installations, voir les éclosions, compter les petits, voir si les envols se passent bien. Il y a un travail particulier tous les ans ou tous les 2 ans, c'est de faire un recensement. Donc là, on va faire des marches dans la forêt, des transects, une quarantaine, cinquantaine de kilomètres en tout, pour compter les perruches, voir un peu à quelle distance elles sont par rapport au chemin et estimer la population de perruches. Alors on estime qu'il y a à peu près une centaine de couples qui se reproduisent en tout et pour tout, et la population totale se situerait entre 600 et 1000 individus. Alors pourquoi si peu de reproducteurs par rapport à toute la population? C'est qu'en fait, l'oiseau serait fidèle en couple et le couple serait fidèle au nid. Donc ces nids, ce sont des trous dans les arbres creux. Et donc, de par la régression de la forêt, les possibilités de nicher pour les perruches diminuent. Et c'est sûrement ce qui fait le faible nombre de couples reproducteurs. Si on veut protéger la perruche, alors la première chose, il faut protéger la forêt. Parce que maintenant, les gens d'Ouvéa, ils pensent seulement que pour construire une maison, il faut couper du bois. Mais avant, nos grands-pères et nos papas, ils ont construit des maisons avec des troncs de cocotiers. Mais ça a duré longtemps. Les gens d'Ouvéa maintenant, je pense que pour mieux garder la forêt, alors il y a des moyens maintenant pour couper de troncs de cocotiers, parce que, oui, c'est de vieux cocotiers, quoi. Alors il faut que les gens d'Ouvéa, avant de construire une maison, il faut bien réfléchir un peu, quoi. Ouais. Il y a des arbres aussi qui tombent à cause des dépressions, des cyclones. Et puis il y a eu pas mal aussi de nids naturels qui ont été colonisés par les abeilles.
C'est pour ça que nous avons fabriqué des nids artificiels pour aider la reproduction de la perruche d'ouvrière. En 1996, nous avons fait des essais avec une quarantaine de nids en bois, des petites caisses, mais malheureusement ça n'a pas marché parce que ce sont les abeilles qui sont venues s'installer. Et là, dernièrement, en 2006, nous avons fabriqué des nids artificiels en PVC. Là, nous avons placé en forêt une trentaine déjà, que nous allons vérifier cette année, là, pendant la saison de reproduction. Ces ruchettes-là, on va les prendre et les poser à côté des nids naturels, hein, des nids des perruches. Comme ça, s'il y a des essaims qui partent en forêt, au lieu de rentrer dans les nids des perruches, ils rentrent dans ces ruchettes-là. Hein. Dedans, il y a ce cadre. Les abeilles sont attirées par... il y a le cire coffret et ils viendront se nicher dans ces ruchettes-là. Dès qu'on trouve un essaim sauvage, tout de suite, il vaut mieux la récupérer pour éviter que les abeilles passent dans la forêt et rentrent dans les nids des perruches. On amène tout le matériel qu'il faut, les ruchettes et tout, les enfumoirs, et puis là on enlève l'essaim. On les met dans la ruchette et puis on les garde pour renforcer le cheptel de Nestor s'il en a besoin. Nestor Uchaou, c'est un jeune apiculteur d'ici qui a commencé l'apiculture en 98, qui s'est vite passionné. C'est devenu l'apiculteur le plus pointu d'OVA. Il a vite travaillé avec nous, en fait, avec l'ASPO, pour tout ce qui concernait les abeilles. Lorsque l'abeille a été mise en place à OVA sur cette île vierge, personne ne pensait effectivement qu'il puisse y avoir un jour un problème de cohabitation et de nidification, pour être honnête, de nidification. C'est-à-dire que en fait, les abeilles qui essaiment, donc qui sont des essaims vagabonds, qui partent dans la nature, vont chercher un lieu pour s'installer. Donc quoi de plus naturel pour elles d'aller dans un tronc d'arbre, et elles essayent de trouver un abri sous une branche dans un tronc d'arbre pour s'installer et puis ramasser miel et pollen. Actuellement, les autorités agricoles se sont rendues compte très très vite qu'il y avait une incompatibilité, mais qui n'était pas définitive. C'est-à-dire qu'il convenait qu'on mette en place rapidement une formation auprès des apiculteurs et de l'ASPO, c'est-à-dire l'association de protection de la perruche, qu'on les forme pour ramasser les essaims, pour les vendre ailleurs, sur les îles, afin de se débarrasser de tous ces essaims qui devenaient effectivement gênants. À cause de cette compétition entre l'abeille introduite récemment et la perruche, ce n'est pas opportun de développer l'apiculture outre mesure, si ce n'est que plutôt que de faire une apiculture dédiée au miel, donc qui demande des ruches fortes qui sont prêtes à essaimer, qui vont amplifier ce problème de compétition, donc c'est mieux d'orienter cette production vers la production d'essaims, de rennes, de matériel vivant, où là, c'est des ruches qui sont faibles, on exporte vers les autres îles ou la Grande Terre, et du coup, là, ça reste compatible avec OVA. C'est surtout la reine qui m'intéressait, si elle est toujours vivante. Mais là, comme on ne l'a pas trouvée, pas grave. Je récupère les abeilles. Ça dépend de l'endroit où je récupère. Si c'est dans les habitations, je laisse le miel pour le propriétaire. Je récupère les abeilles. Et je fais je l'emmène là-haut dans mon rucher pour pouvoir poursuivre l'élevage et suivre la génétique aussi. Les essaims, quand ils ont été mis en place, n'ont pas non plus que des défauts, parce qu'ils ont permis
une pollinisation intense sur l'île. Et tout le monde reconnaît que depuis que l'abeille est présente à Ouvéa, il y a beaucoup plus de coco, de noix de coco, car les arbres avant n'étaient pollinisés que par le vent et quelques coléoptères, et que maintenant 80% des cocotiers sont pollinisés par les abeilles. Donc il y a une production de cocotiers très importante qui, sur le plan économique pour Ouvéa, est essentielle, on le sait, puisqu'il y a une usine à huile, à savon, etc. Donc c'est aussi une richesse l'abeille. En dehors du miel, c'est aussi une richesse. Et la pollinisation accrue par l'apport de l'abeille sur Ouvéa est quand même, sur le plan économique, très intéressante pour Ouvéa. Il y a eu des essais de transport de ruches avec des voiliers, donc les années passées. Depuis l'an dernier, Nestor il travaille avec les caboteurs qui font le voyage interîle. Donc on sait transporter des ruches d'Ouvéa vers Lifou pour l'instant. Il y a 2 apiculteurs de Lifou qui bénéficient de ces abeilles-là d'Ouvéa. Maintenant, l'étape suivante, ça va être d'emmener ces abeilles vers Maré et vers la Grande Terre. Et puis dès que la technique d'élevage de rennes est au point, qu'il maîtrise bien ça, il va pouvoir expédier des rennes. C'est plus facile, ça peut se faire par la poste. J'ai travaillé sur une exploitation où le gars il faisait de l'avocatier. Et puis là j'ai vu beaucoup d'abeilles. Voilà. Puis on a discuté un petit peu avec le gars qui m'a fait travailler. L'idée de produire, de faire du miel, tu vois, d'élever les abeilles. Puis on a commencé ici à peine avec Léo, avec ses premières ruches, quoi. Ça, c'est ma première année. Là, je vais avoir 2 ruches. Les abeilles, ça rentre complètement dans le cadre de l'intégration d'une filière respectueuse à l'environnement, qui permet de faire des micro-projets, de pouvoir aider ponctuellement une famille ou de faire des projets plus importants. Ça va renforcer ta colonie. Et de faire un produit de qualité, puisqu'on a l'avantage ici de ne pas avoir de pesticides. Alors maintenant, il y a quand même des bémols, c'est que c'est une filière très particulière. Tout le monde n'est pas prêt à faire l'apiculture. On ne s'occupe pas d'une colonie de dizaines de milliers d'insectes comme d'un animal qu'on peut toucher, diagnostiquer ou quoi. Donc ça demande vraiment d'avoir la passion de cette activité, d'avoir une formation bien carrée, d'avoir une énorme motivation, de passer du temps à bien observer, d'avoir des bouquins pour lire. Donc c'est pas non plus pour tout le monde. Ça va. Voilà. Sur Lifou, le potentiel estimé est de l'ordre de 2 à 5 000 ruches par rapport à la superficie de la forêt. Il n'y aura pas de compétition entre les abeilles jusqu'à peut-être 5 000 ruches. Donc là, bon, c'est quand même une chance. Ce marais, c'est peut-être de l'ordre de 3 000 ruches. Tiga, il n'y a pas d'abeilles pour l'instant, il n'y a pas de demande de projet. Peut-être que ça vaut le coup de ne pas introduire non plus d'abeilles là-bas pour ne pas faire de nouvelles gaffes, si je puis dire. Du moins, on ne peut pas imaginer quelles seront les conséquences d'une introduction de l'abeille là où il n'y en a jamais eu. Il y a une reine,
c'est la maman, elle va pondre un œuf dans chaque alvéole, et puis l'œuf, ça se transforme en larve. Après, c'est bouché, et après, il naît soit une petite femelle, ou soit un gros mâle. Voilà, et on le voit bien, ils ont des gros yeux énormes, donc globuleux là. Les petites, elles ont un dard. Elle pique, mais une seule fois, elle pique, hop, elle s'arrache le dard, et elle meurt. C'est quoi ça? Ça, c'est les bourgeons des arbres. Tu vois, c'est un petit peu collant, tu vois. Eh ben, c'est ça. Oh, une abeille. Ah, elle s'est échappée, celle-là. Elle cherche l'entrée. Hein? Et tu vois, les petits bourgeons, c'est collant un petit peu. Eh ben, les abeilles, elles vont chercher ça, elles vont récupérer ça, et elles viennent pour boucher des petits trous. D'accord? Bon, depuis quelques années, tous les acteurs autour de l'abeille essaient de mettre en place un réseau de surveillance des maladies. Parce qu'en fait, on a cette chance de ne pas avoir le varroa, un petit acarien de moins de 2 mm qui fait des ravages partout dans le monde entier, qui a nos portes en Nouvelle-Zélande, en Australie et qui n'est pas sur le territoire. Vous êtes chargé de venir voir une ruche qui est malade. Bon, la première chose à regarder, c'est d'abord la position de la ruche. Il ne faut pas se précipiter pour ouvrir une ruche. Alors ici, on va enlever la hausse. Ici, ce cadre, vous allez vous le passer, vous allez voir là-dessus que c'est parfaitement pondu. On voit bien les œufs pondus. Mettez-vous au soleil, vous allez voir les œufs pondus. Bon, ce sont les évangélistes qui ont apporté l'abeille ici à la fin du XVIIIe siècle. Les anglicans dans les îles principalement et les catholiques sur la Grande Terre. Bon, il s'agit de l'abeille noire européenne et elle a été utilisée ici jusque dans les années 1985-86, où là, mon prédécesseur André Baudin a fait rentrer la ligustica, d'abord d'Italie dans un premier temps. Donc c'est la jaune, qui est beaucoup plus douce, qui est aussi travailleuse, mais plus douce. Il s'agissait de réduire un petit peu l'agressivité de la noire, qu'il était trop à cette époque-là. Et donc, en introduisant la jaune en 1986, on a donc créé l'hybride. Et en Nouvelle-Calédonie, nous vivons avec des abeilles hybrides de la mellifera croisées avec de la ligustica. Bon, toujours pareil, le couvain, alors ça c'est l'idéal, hein. C'est de voir un couvain blanc, régulier, une cire jaune, bon. Et on voit que la reine pond partout. Voilà. C'est de la cire plus claire, qui est récente. C'est une apiculture des tropiques, une saison fraîche à la place d'un hiver. Autrement dit, les reines pondent pratiquement toute l'année. Il convient de changer les reines régulièrement, c'est-à-dire une fois par an, puisqu'elles sont généralement épuisées leur ponte au bout d'un an. Par contre, une flore endémique à 75-80% des cas, c'est très important car grâce à cette flore, nous avons des miels qui sont uniques au monde et d'ailleurs reconnus comme excellents, hein, voire exceptionnels. Hein, c'est ce qui fait un petit peu la force de l'apiculture calédonienne, cette flore endémique. Bon, pour l'instant, il n'y a pas saturation des miels en Nouvelle-Calédonie, mais la filière connaît une expansion très importante. Et je pense que dans les années à venir, c'est vrai qu'il va falloir qu'on se soucie de l'exportation, car il risque d'y avoir saturation des miels. Les gens commencent à avoir pas mal d'apiculteurs installés, qui se professionnalisent petit à petit et qui s'installent un peu partout sur le territoire. Depuis 2 ans, je me suis installé quelques ruches, une douzaine actuellement. J'ai voulu mettre des ruches ici parce que le coin se prête très bien. Ici, nous avons des fleurs spécifiques aux montagnes comme le tamanou, le cerisier, le hêtre. Donc ce sont des très bonnes fleurs où il y a beaucoup de nectar. Donc les abeilles, elles ont de quoi faire dans le coin. Et ça fait un bon miel d'altitude. Il y en a un à côté, il y en a là-haut dans la montagne, il y en a un peu partout des tamanous ici. C'est pour ça que le coin va bien ici pour les abeilles, parce qu'à la saison des fleurs, hein, c'est rouge, ces arbres sont rouges, les fleurs sont comme les fleurs niaoulis, mais rouges. Mais c'est magnifique, hein, c'est magnifique comme arbre. Ah, j'adore de voir ça, puis je viens dessous, j'écoute là,
Ça fait bouh, c'est les abeilles, non, ça usine, c'est terrible. C'est bon, hein, habiter par là. Alors, le but de l'association qu'on a créée, c'est de promouvoir l'apiculture sur l'ensemble du territoire. Et à cette fin, ça fait plusieurs années qu'on est présent à la foire de Bourail, où cette année on tient un stand de 8 mètres de long avec 15 apiculteurs différents qui proposent leur miel. Et en même temps, on a organisé en commun avec le comité de foire de Bourail un concours de miel où on a 61 participants cette année. Donc on trouve génial le fait que les gens fédèrent et se regroupent autour de l'association. L'apiculture, ça n'a jamais tellement été pris au sérieux sur la Calédonie, parce que c'est une filière qui s'occupe de mouches, comme les gens disent, alors qu'ici c'est plutôt élevage bovin et élevage de cerfs. Mais bon, ça commence à s'y mettre, les gens prennent conscience avec la vulgarisation qu'on s'évertue de faire. Les gens prennent conscience que l'abeille est très importante pour la nature et donc la filière commence à être bien reconnue. On a aussi pour objectif, à terme, puisque c'est bien de former, mais on va arriver à saturer à un moment, donc on a pour objectif, avec l'ERPA, d'ouvrir les portes à l'exportation. Parce qu'on a un miel de qualité, pur, puisqu'il n'y a aucune pollution pratiquement sur le territoire. Donc je pense que le produit serait peut-être pas encore en quantité, mais en qualité, ça c'est certain. Ça c'est la bougie en cire d'abeille. Du bon miel, vous avez la grippe là. Le remède est là. Pour pouvoir exporter du miel vers la France, il y a des gros apiculteurs de la Grande Terre qui veulent exporter du miel, il faut pouvoir certifier qu'on n'a pas le varroa. Pour l'instant, on peut le dire de bonne foi, mais ça ne suffit pas pour l'Europe en fait, pour pouvoir exporter des produits là-bas. Donc depuis quelques années, il y a cette volonté de coordonner les efforts pour pouvoir surveiller les ruchers par des personnes qui connaissent les maladies, qui puissent avoir un crédit auprès des autorités, de manière à pouvoir dire, voilà, actuellement, dans le rucher calédonien, avec le protocole de surveillance, on peut dire qu'il n'y a pas de varroa. Et du coup, ça permet d'ouvrir des portes au marché donc de futurs gros exportateurs de la Grande Terre. Sur les îles, en fait, je serai la personne qui aura cette mission de surveiller les différents ruchers des 3 îles, où il y a des ruches, de manière à pouvoir dire, pour l'instant ici, niveau varroa, tout va bien. Vous voyez ici à la maison, hein, vous voyez, il y a des papayers. J'ai planté aussi des petits pois pour essayer d'amener la perruche à la maison, quoi. C'est pas moi tout seul, hein. Tous les vieux dans la tribu, ils veulent protéger la perruche. Hein. Maintenant, toutes les maisons ici à Gossana, le matin, la perruche vient dans toutes les maisons. Comme avant, quoi. Comme avant, en 1950. Tout ce qui est autour de nous, c'est ça notre vie. Il ne faut pas... Oui, ça c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Et voilà. Et il faut que nos enfants aussi essayer de protéger. Parce que maintenant, ils ont des moyens pour essayer de... Que OVA aller de l'avant, quoi. Oui. Avec ce qui est ici, quoi. Comme la perruche. Il faut qu'on regarde nos richesses, quoi.